Bonsoir. La campagne officielle pour la présidentielle du 7 octobre 2018 s'ouvre dans les prochains jours. Les états-majors des candidats en lice n'ont pas attendu cette période pour commencer à tenter de séduire potentiels électeurs. Cette importante période de pré-campagne est malheureusement vampirisée par un débat qui agite l'opinion publique, celui d'une candidature unique de l'opposition. Plus l'on avance vers la date fatidique, plus cette éventualité s'éloigne et devient illusoire. Une candidature unique de l'opposition est-elle vraiment la panacée? Le vrai débat n'est-il pas dans la capacité d'Elections Cameroun à organiser des élections justes et crédibles? Nous poserons ces questions et d'autres à notre invité. Merci de rester fidèle à Canal 2 International. Merci de regarder la grande interview. Nous sommes en direct sur www.canal2international.net. Albin Zongan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bruno. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission de la grande interview. Je voudrais confesser à nos téléspectateurs que nous n'aurons pas toutes les rubriques de cette émission, donc la plus importante, Etche Homo, qui permet de camper notre invité, de le présenter, pour qu'on évite d'avoir à recevoir des imposteurs. Nous ne recevons que ceux qui ont un parcours que l'on peut retracer. Donc ensemble, on va faire un peu votre portrait, Albin Zongan. Vous êtes donc né le 14 septembre 1948 à Bawang. Vous avez fait vos études à l'ouest, dans l'ouest du Cameroun, et en 1970, vous entrez à l'Institut pédagogique de Yaoundé. Homme politique, vous l'êtes. Vous avez été adjoint au maire de Douala 3e. Vous avez été député à l'Assemblée nationale de 1992 à 1997 pour le compte du RDPC, parti duquel vous démissionnerez pour créer votre propre parti politique, La Dynamique. Alors, je serai à peu près complet lorsque j'aurais dit que vous êtes expert automobile, après avoir commencé une carrière dans l'enseignement comme fonctionnaire de l'éducation nationale. Votre premier poste, si je ne m'abuse, c'était à Akonolinga. Et ce premier poste, vous n'y mettrez pas beaucoup de temps parce que vous êtes viré, relevé de vos fonctions pour avoir cassé la gueule au sous-préfet. Qu'est-ce qui s'était passé, Albin Zongan? Au préfet. Au préfet? Ah non, oui, quand même. Hein. Non, je n'ai pas cassé la gueule au préfet, mais à l'époque, il n'y avait ni gendarmes ni policiers à Koloninga. Oui. Et c'est les gardes prisonniers qui assuraient la sécurité en même temps que le gardiennage de ceux qui étaient incarcérés. Oui. Alors, le CS a organisé une fête à l'occasion de la fête de la jeunesse et a invité le préfet qui s'est amené avec 3 gardes prisonniers. Quand on a ouvert le buffet, nous lui avons fait l'honneur de se servir d'abord. Et quand il a fini de se servir, il a demandé aux gardes prisonniers de se servir avant les professeurs. Je me suis opposé et il a dit que lui, il pouvait enseigner la mathématique. On lui a dit que quand on entre à l'ENAM avec le CEP, on n'est pas fondé pour dire qu'on peut enseigner la mathématique. Il s'est fâché. Oui. Et le principal, qui s'appelait Ondo Esono, était aussi un homme de caractère. Et il s'est ensuivi une bagarre générale. Et le lendemain, Swahili, vous savez, c'était automatique. Le principal et le surveillant général ont été relevés de leurs fonctions. 4 des professeurs ont été affectés au nord, parce qu'à l'époque, affecter quelqu'un au nord, c'était une mesure disciplinaire. Oui. Et c'est comme ça que je me retrouve sans poste. Oui. Et cela a été un tournant dans votre carrière, puisque vous allez totalement changer, vous irez en France. Je le change, c'est ce que je peux dire, c'est le hasard des événements. Oui. Ondo Esono a été immédiatement affecté surveillant général au lycée technique de Yaoundé. Les autres professeurs affectés. Moi, non. J'ai fait le pied de grue au ministère de l'Éducation et chaque fois que je demandais à voir le ministre Lydia Sangon, il disait ce Makiza Bamileke, là, je ne veux pas le voir. Il se trouvait un papa, Betty, qui a dit mais cet enfant, on ne peut pas faire ça de lui. Il a obtenu ma mise en disponibilité et une autorisation de sortie du Cameroun.
C'est comme ça que je suis allé en France et vous allez vous former. Vous êtes expert automobile, ça je l'ai dit. Je suis expert automobile, mais surtout expert en incendie. Oui. Je suis le premier Africain admis à l'examen du GTA, qui est la qualification en France pour être expert. Alors, pour compléter votre parcours, vous avez été 2 fois candidat à la présidentielle en 1997 et 2011. On en reparlera tout à l'heure. Vous êtes une personnalité plutôt controversée, dirais-je, Albert Nzongan. On dit de vous que vous êtes quelqu'un de tribaliste. C'est quand même étonnant pour quelqu'un qui fait de la politique et qui a besoin d'avoir des voix de tous les côtés, pas simplement les voix de ceux qui sont originaires de chez lui. Pourquoi cette image qui semble, peut-être que je me trompe, vous coller à peau celle de quelqu'un de tribaliste? Non. Vous savez que les péteurs, quand ils sont dans un milieu, quand ils pètent, ils sont les premiers à fermer le nez et à regarder le voisin pour qu'on dise que c'est le voisin qui a pété. Du fait du tribalisme, je voudrais aujourd'hui vous confesser quelque chose. Allez-y. Le tribalisme au Cameroun est verbal et circonstanciel. Il n'existe pas de tribalisme. Vous croyez vraiment? Non, non, les gens utilisent le tribalisme pour se positionner, mais n'y croient pas. La plupart des grands réputés tribalistes dans des communautés sont ceux qui ont fait des échanges sur le plan matrimonial avec d'autres communautés et parfois la communauté qu'ils prétendent combattre. Le Cameroun est fait en sorte qu'aucune tribu ne peut vivre sans l'autre. Mais de temps en temps, si on fait des répliques à ceux qui pensent que c'est possible, alors que c'est impossible. Même si on voulait, c'est impossible. Imaginez Douala aujourd'hui, qui n'habitait que par les Douala. Elle serait vidée de 98% de sa population. Et ça ne serait plus Douala, ça serait un village. Donc nous sommes condamnés à vivre ensemble. Mais le tribalisme au Cameroun sert ceux qui savent que l'ascension politique n'étant pas un mérite, c'est un choix ethnique. Donc ils attirent l'attention des gens de son ethnie, qu'attention, je suis le plus à même de vous défendre. Faute de leur présenter un projet ou une réalisation pour dire voilà, si vous m'envoyez devant, voilà ce que je peux faire. Donc le tribalisme est verbal et circonstanciel. Je vais prendre des exemples. Allez-y. En 2008, Mama Fouda disait qu'il faut que les Bamileke partent de Yaoundé. Mais il n'y croyait pas, c'est un ami personnel à moi. Donc il le disait pour que les bêtis disent que voilà quelqu'un de bien pour qu'il reste ministre. Il n'y croyait pas du tout parce qu'il sait que si on part comme il a dit, Yaoundé ne sera plus Yaoundé. Il dit qu'on enlève les bâtiments pour partir. Il sait bien qu'on ne peut pas enlever un bâtiment. Et puis c'est cette histoire de tribalisme, c'est l'arme de ceux qui parlent eux-mêmes, par leur capacité à prouver leur leadership, n'ont rien à montrer. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? On demande, un boulot demande à Paul Biya qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il dit, je n'ai rien fait pour toi, mais tu as la chance que je sois là. Si un Bamileke est arrivé, tu vas aller voir. Si un Yaoundé arrive là, tu vas voir. Donc pour vous, c'est quelque chose qui est simplement instrumentalisé? C'est instrumentalisé et ça ne peut même pas prospérer. Les premiers acteurs de ce tribalisme, qui en avaient fait même déjà une cause de vie, c'était Bella Mbappé et Boa, qui disaient que les Bamileke ont pris leur terre et qu'ils iront à l'école pour les chasser. Mais la nature est terrible et les faits sont souvent très têtus. Tous ces Bamileke qu'on disait avoir envahi le Mungo, parce qu'ils ont débroussaillé les forêts et ont fait des champs de café, ils sont morts. Leurs fils n'ont pas repris les champs de café qui sont devenus de forêts. Je ne vois pas les fils de Bella Mbappé et de Bois-Dedans en train de reprendre les plantations. Donc chaque fois qu'on vous voit faire quelque chose, celui qui est incapable de le faire se donne une raison de justifier pourquoi il n'a pas fait. L'autre est un tricheur, l'autre est un Mami Wata. D'abord, avant, quand Bamileke était riche, on disait qu'il était de femme-là. Le mot a disparu tout seul. Est-ce que maintenant on parle encore de femmes-là? Parce qu'on sait que ça n'existe pas. Parce que si ça existait avec la misère ambiante, beaucoup de personnes seraient venues entrer dans le femme-là à Bamileke. Sortons de là avec votre parcours personnel. Est-ce que
Parce que lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que vous faites de l'essentialisme, c'est-à-dire ceux qui sont de chez vous sont les meilleurs, les plus forts et tout, dans votre parcours personnel. Écoutez, celui qui peut se tromper en pensant qu'il y a un camp de meilleurs et un camp de pas meilleurs n'a rien compris dans le vivre ensemble. Nous sommes différents. Oui. Quand on parle de l'unité, ça veut dire qu'on parle des choses différentes, parce que si nous étions uniques et un, on ne parlerait plus de l'unité, nous serons un. Oui. Donc, chacun doit apporter ce qu'il a de mieux. Copier chez l'autre ce qu'il a de mieux. Essayer de dépasser ce qu'il a de mauvais et qui peut nuire à la communauté pour qu'on fasse le vivre ensemble. Et mon cas est extraordinaire. Je vous ai parlé... En quoi est-il extraordinaire? Il est extraordinaire parce que je vais vous dire mon parcours, ma vie. Oui. Que sont ceux qui, dans ma vie, ont compté. Quand Bidias Angon m'a traité de Makiza Bamileke, c'est un bêtis, Papa Essono, qui a tout fait, qui a tout fait pour m'aider à sortir de cette situation et aller en France. Oui. Quand je finis mes études, je rentre au Cameroun. Je suis expert. À l'époque, cette profession était occupée par deux personnes qui n'avaient absolument pas de qualité, mais c'était des blancs. Il y avait Leviel et Souchon. Mais la grande compagnie d'assurance était tenue par un Français, Memin, qui n'a pas voulu m'utiliser. Ceux qui m'ont mis le pied à l'étrier, c'est M. Tsala Paul Félix, qui est un Eton, et Ayama Proté, qui est un Bafia. C'est eux qui ont tout fait pour que je sois intégré dans la profession et qu'au bout d'un an, les Blancs là soient partis parce qu'ils n'avaient pas la capacité de résister à ma façon de traiter les dossiers. Ceux-là, ils ne sont pas des Bamileke. Plus tard, quand j'ai eu des problèmes, on a écrit que j'avais abandonné la fonction publique et que j'avais touché de l'argent indûment. Et Aïdjo a demandé au ministre des Finances de retirer mon agrément. On a retiré mon agrément. Pour me justifier, j'ai encore eu recours à quelqu'un qui s'appelle Oumar Oudjam Yaya, celui qui allait voir Aïdjo oui, pour lui dire que non, cet enfant, voilà ses papiers, tout ça. On m'a restitué mon agrément. Et puis, quand j'ai voulu faire de la politique, mais vous savez bien que j'ai été combattu à Douala comme je suis combattu maintenant. Mais en 92, pour que je devienne député, c'est Akam Foumou et Fauchevé qui obtiennent du chef de l'État qu'on me mette en position de gagner à Douala. En 92, à l'époque où le RDPC ne savait pas tricher, on m'a mis deuxième et il n'y a eu que 2 élus, Tobo et moi. J'arrive à l'Assemblée nationale par le truchement de ceux-là. Et bien même, quand je vais en France, celui qui m'accueille et me met le pied à l'étrier en me présentant à des grands Français, la passerelle que j'ai utilisée pour atteindre même Chirac, c'est Hervé Emmanuel Com. Hervé Emmanuel Com. Oui, c'est lui qui me conduit. Il n'est pas Bamileke. On le considère même comme un grand empêcheur de on vous a souvent vu dans des débats très rudes avec Hervé Emmanuel Com. C'est l'apparence. Je ne peux pas, je ne suis pas un ingrat. Je ne peux pas porter atteinte à l'honneur d'Emmanuel Com. Je me souviens de ce qu'il a fait pour moi. Nous avons maintenant, pour revenir à ceux qui m'ont mis les bâtons dans les roues, vous savez qu'en 87, j'ai formé l'équipe pour diriger la commune de Douala 3e, qui était Douala 3e, Douala 5e réunis. Et c'est moi qui ai mis le pied à l'étrier à M. Owena Grégoire, mon PA et un autre de l'Est, ils sont tous devenus ministres. Mais au moment d'élire le maire, c'est ma sœur Foning qui a tout fait pour que je ne sois pas maire. On en reste là. On n'en restons pas là. Oui. En 90, oui. Quand je voulais être président de la section du Bouri, c'est Madame Foning, Monsieur Fampou, Moteo
et un autre qui est encore vivant, je ne cite pas les vivants, j'étais cité les morts, qui ont tout fait pour que ce soit Kindi, non moi. C'était pas des Nkwa, c'était des Bamileke comme moi. Et quand je vous ai dit qu'on a retiré mon agrément, c'est un Bamileke qui profitait de sa situation de conseiller, ou on appelait quoi à l'époque, à la présidence de la République, qui avait fait le mot à Idio. Donc, il ne faut pas qu'on vous trompe. Dans notre vie, vous trouverez également quelqu'un de l'autre région qui vous dira « je dois ma vie à un Bamileke », à un ceci. Les gens savent bien vous traiter comme ils sont. Ils se peignent dans vous. Moi, le plus souvent, j'ai dit aux gens, avant de dire que tel a fait ceci, regardez ce que vous avez fait. Donc, quand je relève que quand vous parlez de Bamileke en termes négatifs, vous-même, vous êtes ceci, on pense que celui-là défend les Bamileke. Est-ce que les Bamileke sont une race qui a besoin d'être défendue? On en reste là, merci. Et on ne peut même pas les défendre. C'est des égoïstes. Oui. On en reste là, Albert Nzongan. C'était Albert Nzongan en guise de Etcheomo. Je vous propose, mesdames, messieurs, d'entrer dans le dur de cette émission juste après cette petite transition. C'est 10 secondes, ce n'est pas long. Voilà, retour dans ce studio avec notre invité Albert Nzongan, président de la Dynamique. Alors, parlons de la SMID, la Société métropolitaine d'investissement de Douala, qui a été lancée il y a quelque temps par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Fritz Ntonen-Tonnerre, et vous avez été désigné parmi les pour siéger parmi les 15 administrateurs de cette société. Et selon nos informations, ce ne fut pas une sinécure. C'était quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est passé pour votre entrée dans la SMID? Ben, le problème de la SMID illustre l'état d'esprit au Cameroun où les gens pensent que le mérite ne compte pas. Il faut que quelqu'un s'assied quelque part pour décider de qui est méritant, pour confier le mérite. Or, le mérite se mérite. Il ne se ramasse pas. Ou vous êtes méritant ou vous ne l'êtes pas. Dans tout le cas, il s'est passé que les gens auraient souhaité que je ne fasse pas partie de cette équipe. Mais ce n'était pas l'esprit des fondateurs de la chose. Mais vous savez toujours que vous pouvez créer votre chose et d'autres s'en emparent. On a vu souvent, on se demande même au Cameroun si c'est M. le Président Paul Biya qui dirige le Cameroun. Donc on a voulu procéder comme dans le vieux temps qui, j'espère, va cesser bientôt, à des nominations sur le plan des critères connus d'eux seuls. Alors il y avait 2200 petits porteurs. Les petits porteurs sont ceux qui ont mis de l'argent de 150 000 à 4 millions, contre peut-être 300 grands porteurs. Les petits porteurs avaient à voter leurs représentants. Et le bureau provisoire a cru bon choisir les représentants à la place des petits porteurs. Ils ont protesté. Et ils ont tenu tête. Ils ont refusé de revenir sur leur décision. Et la discussion a duré 5 heures de temps. Et c'est le promoteur qui est venu dire non, l'esprit des statuts veut qu'on passe aux élections. On est passé aux élections. Et Madame Essoka et moi, nous avons été élus pour représenter les petits porteurs. Bon, c'est une parenthèse parce qu'il faut toujours regarder le résultat et non le chemin par lequel on est passé. Alors, la manière dont vous avez été désigné pour faire partie des administrateurs de la SMID, vous êtes bien conscient que cela représente une responsabilité supplémentaire pour vous. Saurez-vous en être digne? Je crois que sur le plan moral, je suis préparé et mon passé prouve que je suis capable de défendre les intérêts des autres. Donc je suis préparé pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre. Et s'agissant d'une affaire commerciale, d'une société commerciale, faire en sorte que ceux qui ont mis de leur argent puissent avoir un retour et que la ville de Douala
et maintenant nous parlons de la ville de Douala et non de Douala ni de Bamileke, se transforme, se métamorphose au profit des métropolitains, comme le nom de la société l'indique. Et je crois que c'est en bonne voie, parce que les premières actions, dans un lapsus hier, j'ai dit que c'était le marché de Bonamoussadi qui serait la première opération. Non, c'est plutôt le marché de New Daido. De New Daido. Oui. Et puis, la vallée Besseke, on va y installer un centre de loisirs. Vous voyez une ville comme Douala où il n'y a pas de centre de loisirs, où les gens peuvent de temps en temps aller se déstresser. Il n'y a pas que les centres de loisirs qui manquent à Douala. Non, ça, je vous dis ce qu'on va faire, parce que dans la suite, ils pensent faire des centres de conférences internationales, on pense faire des centres d'affaires, on va réhabiliter Dokoti, on va réhabiliter Yassa. Non, il y a à faire. Oui. Alors, oui, allez-y. Mais la plus grande nouveauté, c'est que la SMIC compte maintenant introduire, si l'autorité gouvernementale l'accepte, la copropriété. Oui. Or, si vous avez entendu les bagarres autour d'octotones, d'halogènes, de ceci, c'est la faute à la copropriété. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Quand quelqu'un qui arrive avec son argent trouve une famille qui est là où leurs ancêtres sont nés, leur propose de l'argent, parfois beaucoup d'argent. Cette famille croit que c'est beaucoup d'argent et lui vend leur terrain. Ils sont déguerpis. Le monsieur construit un immeuble, c'est pour lui. La famille, après avoir mangé tout l'argent, s'aperçoit qu'elle n'a même pas où dormir. Or, nous avions proposé dans le temps que si tu as ton argent et s'il y a quelqu'un qui est là sur sa terre, il n'a pas les moyens, il apporte sa terre comme son apport. Tu fais un immeuble de 10 étages si tu veux, tu lui donnes peut-être un étage pour vivre et 2 étages ou 3 étages pour tirer des subsides, pour louer. Pour vivre. Comme ça, vous vivrez en entente parfaite. Et c'est ce qui va se passer. La SIC, déjà, qui est actionnaire dans la SMIC, le port autonome, ils vont entrer maintenant en copropriété, ils vont se mettre ensemble pour des projets immobiliers bénéfiques pour Douala, surtout que le délégué veut maintenant un Douala en hauteur. Oui. Parce que la ville étant petite, il y a cette contrainte du Vouri. On va maintenant aller en hauteur. Oui. Alors, au départ, je rappelle que la SMIC, c'est une société d'économie mixte. L'objectif, c'est, comme vous l'avez dit... Elle n'est pas d'économie mixte, parce que quand on dit d'économie mixte, les gens ont tendance à penser que c'est État et privé. C'est une société anonyme, privée. Oui. Et commercial. Oui. Alors, donc, au départ, il y a eu un appel public à l'épargne. Le montant de départ, c'était environ 10 milliards. Et selon nos informations, le compte n'y est pas. Vous seriez à un peu moins de 5 milliards. On a 5 milliards et demi. Voilà, 5 milliards. Alors, c'est largement en deçà de ce qui était attendu. Pour vous, qu'est-ce qui a manqué pour que vous puissiez faire le compte? Mais je crois qu'il faut parler de verre à moitié plein, de verre à moitié vide. Demander à faire un appel interne à Capital et obtenir les sommes qu'on a obtenues, il faut dire que, vu notre niveau de gouvernance et de méfiance, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et puis, une société n'est pas absolument viable et rentable à cause de l'importance de son capital. C'est à cause du crédit qu'il dégage et qui peut amener les investisseurs à venir investir. Parce que quel que soit votre capital, même si on avait les 10 milliards, les premiers projets qu'on a en tête, ça avoisine les 25 milliards. Oui. Avec les 10 milliards, on ne fait pas un projet de 25 milliards. Absolument. Le problème était de faire en sorte que ceux qui sont dedans soient une garantie pour ceux qui peuvent investir leur argent. Parce que maintenant, on n'a pas absolument besoin d'être actionnaire
pour pouvoir placer quelque chose. Alors, vous vivez à Douala, Douala qui a un certain nombre de problèmes, le désordre urbain, l'incivisme, tout cela c'est tellement incrusté qu'on se demande si on peut encore donner à Douala un visage métropolitain. Est-ce qu'on peut encore faire de Douala une grande métropole? Je vous dis, il n'y a aucun désordre qui ne saurait résister à l'autorité de l'État. C'est l'État qui entretient le désordre. Quand moi j'étais le principal responsable visible des gars de Benskin, je commençais déjà à leur dire, vous êtes des hommes, vous n'êtes pas des animaux. Si on vous appelle cochon, n'allez pas chercher une porcherie pour vous y installer. Comportez-vous bien. Mais il y a eu un virage à 280 degrés quand le chef de l'État, conseillé par ses faux conseillers, lors de la pose de la première pierre à Douala, a dit « Mes amis, les mototaxis ». Oh, dès le lendemain, les gars ont dit « Mais mon Dieu, nous sommes reconnus par le chef d'État comme ses amis. Personne n'a rien à nous dire. » Et il y a un véritable problème. Quand vous avez un pouvoir frileux qui à chaque fois dit « Attention, il ne faut pas que ça déclenche des mouvements. » Le préfet dit « Alors là, dès demain, je vais faire ceci. » Yaoundé l'appelle pour dire « Tu seras responsable s'il y a des mouvements. » Alors on s'était, et plus on s'était, ce qui était un petit furoncle devient une grosse plaie le lendemain et ensuite. Mais s'il y avait une volonté gouvernementale pour mettre de l'ordre, en considérant que ces gars-là, ils sont comme le chien. Quand le chien aboie, il t'observe. Si tu fonces vers lui, lui aussi il fuit. Mais si tu fuis, il te poursuit. Ces gars-là tentent pour voir ce que l'autorité peut faire. Et il ne s'agit pas de les brutaliser. Il s'agit maintenant de leur dire que vraiment pour vivre ensemble, voilà vos obligations, voilà vos devoirs, et voilà ce que nous aussi on peut faire pour que vous exerciez. Sauf que le problème de la ville de Douala ne s'arrête pas simplement à la question des mototaximens. Ça ne s'arrête pas à la question des mototaxis. Les gens viendront vous dire, les femmes occupent les bordures de rue pour vendre les choses, c'est un désordre. Mais il ne faut pas qu'on nous prenne pour des dupes. Orange qui se fait des milliards, il recueille son argent où? Sur le trottoir. Il a mis des kiosques officiellement sur les trottoirs partout. Regardez, vous voyez, MTN, il prend où? Toutes ces sociétés qui viennent chez nous se remplissent les poches pour partir. Les rues sont fermées, parfois durant des heures. Ce soit la Guinness ou la brasserie qui est en train de livrer sa boisson. Vous ne pouvez rien. Mais on va aller s'acharner sur une femme qui a mis quelques macabots à terre pour vendre, pour vivre. Je dis, l'exemple vient d'en haut. Et tant qu'on ne peut pas aujourd'hui, Orange est une société française. Avez-vous déjà vu en France un kiosque sur le trottoir en train de vendre des cartes Orange ou de monnaie, machin? Mais ce n'est pas permis. Alors, donc, ce qui n'est pas permis chez eux est permis chez nous pour eux. Et ce n'est pas permis pour les Camerounais. Je n'encourage pas les Camerounais à être désobéissants. Mais je dis qu'il faut mettre les Camerounais et les étrangers au même pied d'égalité. Et souvent, cette histoire de tribalisme-là arrive. Celui qui est chargé d'aller faire la répression, il dit, ah, c'est Bayam Salam là, c'est les Étones et les Bamiéké. Bon. Donc, il laisse le problème social. Il regarde l'identité de ceux qui seront bénéficiaires de l'action et dit, si c'est pour que ceux-là soient bénéficiaires, je laisse pourrir. Et c'est ça la mauvaise gestion. Ce qui est valable pour Douala l'est malheureusement pour toutes les autres villes du Cameroun, peut-être à des degrés divers. Yaoundé, des ordures partout, des trous sur la chaussée, l'incivisme également, il y a qu'à voir dans la circulation. Je ne parle pas de Bafoussam, Garoua peut-être. Comment faire pour donner fière allure aux villes camerounaises? Mais mon cher ami, nous sommes des villes sans prévision, sans plan d'occupation. Et c'est ce que le docteur Ntoné est en train de vouloir faire. Il veut essayer de mettre sur maquette une vision de Douala dans le futur. Alors, le directeur général de la SIC me racontait, quand ils sont allés en Chine rencontrer des sociétés, ils sont entrés dans un bureau où on leur a montré la maquette de la ville à l'horizon 50 ans. On leur a dit, on pense que d'ici
2 ans, la population sera comme ça. Et on a prévu ici pour construire telle chose. D'ici telle année, d'ici 50 ans, il y aura 5 aéroports. Mais nous sommes dans un pays où on est surpris par la démographie. C'est les gens qui construisent et on s'aperçoit que, ah, il y a les gens là-bas, bon, il faut aller prendre l'impôt. Ah, d'autres sont là-bas. Mais comment ils ont fait pour s'installer? Non, de grâce. Nous devons avoir un plan d'occupation, un plan d'urbanisme. Et vous voulez que tout le monde va le suivre. Il y a une petite ville au Cameroun qui est la ville la mieux tracée. On n'en parle pas. C'est la ville où j'ai vécu, c'est Bouddha. Bouddha est la seule ville où c'est tracé comme à New York, où les rues sont parallèles. Et parce que cette ville a été d'abord tracée avant d'aller transporter les gens qui habitaient dans les villages dont le plus important était Babété, là où nous étions. Donc on est allé là-bas, on a d'abord tracé la ville et on a obligé les gens à aller dans cette ville, avec les conditions de la ville. Donc tant que ceux qui nous gouvernent vont se laisser surprendre par la démographie et par les problèmes, tant qu'il n'y aura pas de prévision, et nous sommes dans un pays où tout est improvisé, personne ne veut rien prévoir. Finissons par là. À quand est-ce qu'on pourrait voir les premières réalisations de la Société métropolitaine d'investissement de Douala? Est-ce que c'est prévu? Je voudrais dire début octobre, mais j'ai peur qu'on pense que c'est pour la campagne électorale. Donc disons avant la fin d'année, les gens vont voir les premières réalisations. Ça sera concret, ça sera sur le terrain. Ok, on en reparlera de toutes les façons. Je vous propose de prendre une petite pause et nous aborderons un autre sujet. Voilà, Ben Zongan, nous allons parler à présent de la présidentielle. Les Camerounais se rendront aux urnes le 7 octobre prochain pour désigner le futur président de la République du Cameroun. Vous avez été, je l'ai dit, candidat à la présidentielle à 2 reprises, en 1997 et en 2011. Et cette fois, vous n'êtes pas candidat. Pourquoi? D'abord, vous avez dit que ma première carrière, c'était enseignant. Je sais qu'un élève qui triple la classe, c'est dangereux. Quand il redouble, au moment de tripler, il vaut mieux qu'on l'oriente à autre chose. Ah, vous n'avez pas voulu tripler? Je n'ai pas voulu tripler parce que je me suis dit j'ai puisé suffisamment d'expérience. Oui. Tant quand j'étais à l'intérieur et que je conduisais ces élections pour le pouvoir, tant quand j'ai été moi-même candidat. Maintenant, je suis capable de dire à ceux qui sont candidats, ne vous embêtez pas, la souris, elle passe par tel trou. Et si vous n'y mettez pas un piège sûr, parce que si vous mettez le petit piège qui va se déclencher sans attraper la souris, vous aurez perdu du temps. Donc aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un qui peut mettre son expérience et son vécu au service du Cameroun pour qu'il y ait demain un mieux vivre. Alors, restons dans la métaphore de l'école que vous avez bien voulu emprunter pour dire que vous avez été quand même un élève plutôt cancre. Hein. En 2011, vous avez 0,54%. En 97, vous aviez tué, vous avez eu 1%. On peut comprendre que... vous savez, quand on va à la distribution, oui. Le père vous donne ce qu'il vous donne, vous prenez. Il n'y a pas eu... Non, ça c'était des élections. Ce n'était pas des élections, ça c'est le résultat. Il y a eu des élections, mais le résultat est la chimie d'un individu qui vous regarde et dit, bon, à celui-ci je peux donner 1%, à celui-là je peux donner 2%. Et les plus têtus comme nous, on les met loin derrière parce qu'on ne sait pas. Puisqu'il y a des cancres qui se contentent de dire qu'ils sont les meilleurs des cancres. Par exemple, vous ne donnez que mon résultat. Quand j'avais 1%, oui. Les autres avaient combien? Le plus gros avait combien? Il devait avoir 10%, quelque chose comme ça. Quand tu as 10%, ça fait... Vous avez été à l'école, non? Oui, oui. Ça fait 1 sur 10. Hein? Ça fait 2 sur 20. Quand tu as 2 sur 20 à l'école, tu es quoi? Un cancre. Et moi, j'ai 0. Tu me dépasses en quoi? Nous sommes 2 cancres. Oui. Et on te trompe que tu es le plus grand des cancres. Et tu t'en vantes. Moi, c'est ça qui me sidère, parce que le pouvoir a réussi à faire que les gens se contentent de ce qu'on leur a donné, oui. Sans qu'ils méritent, et d'en être fiers. En 97, il était question, et l'opposition, le SDF surtout, avait travaillé pour que
je ne sois rien, puisque la consigne donnée, c'était que je travaille pour Paul Biya. Je suis un espion, un pion, puisqu'ils avaient... Oui, on ne vous faisait pas confiance, parce que vous veniez juste de démissionner Il y a la différence entre ceux qui parlaient et ceux qui votaient. Oui, mais vous veniez de démissionner du RDPC. Mais mon ami, du jour au lendemain, on ne pouvait pas vous faire confiance. C'est un courage. Comme ça. Non. Un homme, on ne me découvrait pas après ma démission. Oui. J'avais posé des actes dans le RDPC qui faisaient de moi une personne respectable. Vous faisiez partie du courant des modernistes, je crois. Non, oui, des rénovateurs. Des rénovateurs, oui. Nous réclamions à Biya de donner ce qu'il a promis aux Camerounais, le renouveau. Parce qu'on ne peut pas faire un renouveau sans rénovateur. Il a mis du 29 dans les vieilles outres. Et c'est ça que notre mentor, Georges Ngango, a combattu jusqu'à sa mort. Il dit, mais vous avez dit qu'il y aura quelque chose de neuf. Et vous reprenez ce qui avait transformé le Cameroun en pourriture pour qu'il continue, ce n'est pas possible. On ne va pas refaire l'histoire. Parlons de la future présidentielle du 7 octobre prochain. Et aujourd'hui, on est en période de pré-campagne. Et cette pré-campagne est assez agitée quand même. Il y a un grand débat sur la question d'une candidature unique de l'opposition, que l'on présente comme étant la seule chose capable de permettre une alternance dès le 7 octobre prochain. Alors, pour vous, l'idée d'une candidature unique de l'opposition, vrai ou faux débat? C'est de l'imposture. Expliquez. Mais qu'est-ce que veut dire l'opposition? L'opposition n'est pas un parti politique. Oui. L'opposition, c'est l'état de ceux qui ne veulent pas, qui contestent la façon de gérer de quelqu'un qui est au pouvoir. Et chacun a sa proposition, a sa façon de remédier. Chacun se dit, si c'était moi, je ferais ceci pour que les Camerounais soient bons. Si c'était moi, je ferais ceci. Oui. Et vous vous dites, vous savez, à l'Ouest, il y en a qui aiment le taro, d'autres aiment le nkui. Mais il est difficile de mettre la sauce de taro et le nkui dans la même assiette. Pourtant, c'est deux mets bien appréciés. Je voudrais vous dire ceci. Le pouvoir que j'ai servi avec honneur et fidélité est plus malin que vous ne pensez. Il n'a rien à offrir. Il ne peut pas défendre son bilan. Alors il se dit, comment je peux faire pour mettre le désordre dans l'autre camp? Après avoir créé ces candidats, nous y reviendrons. Il vous fait croire et il écume les plateaux de télé pour dire, du pouvoir, le RDPC, que si l'opposition ne se réunit pas, ils ne peuvent pas nous battre. Mais, M. Tani, quelle est cette générosité où votre adversaire vous dit comment vous pouvez faire pour le battre? Ils n'ont qu'à démissionner. Mais on a un précédent. En 1992, tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire que Froundi avait failli gagner la présidentielle de 1992. Parce qu'il y avait une coalition. D'autres disent même qu'il l'avait gagné et qu'il a été dépossédé de sa victoire. Et l'histoire retient que en 1992, il y avait quand même une coalition derrière Froundi, l'Union pour le changement, qui rassemblait tout ce que le Cameroun compte de société civile. Non, vous vous trompez. Oui. Vous vous trompez. Oui, allez-y. J'étais le président du comité de propagande du RDPC. Du RDPC de M. Biya. Il n'y a jamais eu de coalition. En 1992, les ténors de l'opposition, c'était le docteur Adamou Damjoya, c'était Ekinzi Jean-Jacques, c'était Bouba Bello Megari, c'était Froundi. Oui. Et il a fait exactement comme le RDPC est en train de faire. Il vous ramasse une bande de 20 affamés et il vous dit, j'ai 20 partis politiques qui se sont joints à moi. Non, ce n'est pas la coalition qui avait gagné en 92. C'est l'exaspération et la décision du peuple de donner à Froundi. Contre les autres étaient candidats. Et c'est même s'il y avait la coalition, je crois que ceux qui disent que Froundi avait gagné, s'il avait gagné effectivement, s'il y avait la coalition, il n'aurait pas perdu sa victoire. Mais franchement, Albin Zongan, est-ce que l'opposition n'a pas... est-ce qu'il n'y a pas une chance, si vous ne voulez pas qu'on utilise le terme d'opposition comme un monolithe? Attendez, je vais finir. Est-ce qu'il n'y a pas plus de chance à avoir une alternance si on a peu de candidats ou alors un seul candidat face au président Paul Biya? Aucune chance. Pourquoi?
Prends 2000... C'est logique, non? Non, puisque les voix de l'opposition, ceux qui voudraient le changement, risquent d'être saucissonnés entre plusieurs candidats. En opposition, ce que vous ne savez pas en sociopolitique. Oui. Il y en a qui voteraient pour Oshi. Mais si Oshi n'est pas candidat, ils ne voteront plus pour personne. Ce n'est pas des voix qu'on a mis dans une calebasse et on peut prendre pour donner à quelqu'un que, tiens, on te fait cadeau. Et je vous dis, pour 92, s'il y avait, c'est le peuple décidé qui, parmi les candidats qui se sont présentés, a dit que bon, Frundi, qui a réussi à attirer leur attention en leur faisant croire qu'il était un sorcier, à Kacham, des shoots à Kacham, il disait qu'il attrapait les balles et qu'il avait Biya en main, il voulait le tuer. Les gens ont dit voilà, il n'y a qu'un sorcier comme lui pour renverser Biya. Donc on s'est mis derrière lui. Donc l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple. Vous pouvez être 500 000. Le peuple, s'il est mature, et le peuple camerounais est mature, il n'y a rien qui vous rend intelligent et résistant que la souffrance. Le peuple camerounais a tellement souffert pour jouer avec son sort. Donc, même s'il y a 1000 candidats, le peuple camerounais les regarde. Et il faut maintenant expliquer aux Camerounais qu'on n'ira pas le 7 voter un parti politique. Le MRC porte Kamto. C'est son parti qui le porte. Mais c'est Kamto qui est candidat. Si Kamto est incapable, le MRC a beau être n'importe quoi, le peuple ne regardera pas. Le SDF a présenté Oshi, mais c'est Oshi qui se présente pour gérer le Cameroun. Ce n'est pas le RDPC qui gère le Cameroun aujourd'hui. Et pourtant, M. Biya qui est au pouvoir est même le président du RDPC. Mais le RDPC souffre autant que nous. Donc, il ne faut pas... non, excusez-moi. Le pouvoir a donc trouvé cette astuce pour troubler l'opposition. Et il a trouvé des troublions qui vont dehors et qui n'ont même rien à voir avec les... C'est ça qui m'intéresse. Vous avez des gens... Oui, mais ceux qui portent les chantres, justement, de cette coalition-là ne sont pas du pouvoir. Si on prend Elim Bilobé ou alors Jean-Jacques Ekindi... Comment vous connaissez ceux qui sont du pouvoir? Elim Bilobé, ancien SDF, Jean-Jacques Ekindi, qui a son mouvement je voudrais vous dire que les peaux d'agneau sur les loups ne trompent plus les Camerounais. Vous ne savez pas qui est du pouvoir et qui ne l'est pas. D'abord, vous n'êtes pas candidat. De quel droit vous permettez-vous de donner des leçons, de dire aux candidats si vous ne faites pas ça? Pourquoi vous n'étiez pas candidat vous-même? Et puis, dis-moi qui tu es, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu manges chez toi et je te dirai vraiment de quelle région tu as l'habitude culinaire. Traduction. Ceux qui prônent aujourd'hui l'unité de l'opposition sont ceux qui, à des degrés, à des moments, ont prôné la division du Cameroun. Il y a un qui a juré sa haine contre une communauté. Il a dit que quand il les voit, il a envie de vomir. Alors si demain l'unité désigne un de ceux qu'il vomit comme candidat, mais lui il va se pendre. Donc il n'est pas qualifié pour parler de l'unité. Mon ami Jean-Jacques Ekindi, quand il a voulu rassembler les voix des Sawa, il a pris la marche pour dire qu'il était contre les Bamiéké et qu'ils doivent rentrer chez eux. Or, quelqu'un qui a un passé de diviseur ne peut pas aujourd'hui prôner l'unité pour le Cameroun qu'il n'a jamais vu uni. Ensuite, ce qui est intéressant, je vous ai dit tout à l'heure que le tribalisme est verbal. Vous savez qui est le bras droit de Kindi? C'est Zépan, c'est un Bamiéké. Alors qu'il disait qu'on parte. Si on partait, Zépan aussi allait partir. Donc je vous dis toutes ces choses-là, il ne faut pas en tenir. Revenons à la candidature unique de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'achemine vers l'ouverture de la campagne, aucune union en vue? Est-ce que cela signifie que... Ben déjà, quels sont ceux qui sont candidats, M. Tani? Oui, on va parler des candidats. Non, je vais vous dire pourquoi l'unité de candidature n'est pas possible. Oui. Il y a des candidats. Chacun est venu de son horizon. Vous êtes arrivé quelque part, chacun a montré le doigt. Même pour mon élection à la Smith, là. Quand on a accepté le principe du vote, il y a eu 28 candidats. Et les candidats qui se sont ajoutés parce que je me suis battu pour qu'on ouvre, mais se sont battus plutôt contre moi. C'est normal. C'est normal. Dans les candidatures que tu vois, la pratique des élections au Cameroun veut que l'argent donné pour la campagne soit toujours supérieur à ce qu'on a déposé pour la caution. Donc tu as des hommes d'affaires
qui ont dit mais c'est une occasion, c'est un bon filon. Est-ce que vous voulez dire que c'est parce que certains lognent la manne qui va être donnée aux candidats en guise de... Est-ce que vous pouvez me laisser expliquer au Cameroun allez-y. Ce qui compose la candidature à la présidentielle de cette année. Oui. Tu as des affairistes qui savent que... D'ailleurs, en 97, j'ai un gars de mon village qui était candidat et il passait tout son temps à boire en disant aux gens, j'ai eu ma chance, je suis candidat, on m'a donné 50 millions. Je m'en veux faire la campagne ou pour faire quoi? Donc, il était tout content, il a gagné de l'argent. Donc, tu as ceux qui viennent pour gagner de l'argent. Ils sont un certain nombre. Tu as des arrières fixes, des barreurs. Ceux qu'on a poussés à la candidature pour qu'ils assurent le blocage des élections dans des coins où ils sont célèbres, ou bien on pense qu'ils sont célèbres, pour dire qu'au lieu que ça aille ailleurs, vaut mieux que ça aille sur vous, tout en sachant que ça ne vous amènera nulle part. Il y en a qui sont là comme applaudisseurs. Et les applaudisseurs sont ceux que le pouvoir prépare pour que, si demain, ils tentent de voler, que ça se passe comme en 92. Que cela soit le premier à dire « Ah, nous étions candidats, mais nous reconnaissons le résultat, vraiment. » Et que le pouvoir s'en peut dire « Vous voyez, les adversaires reconnaissent les résultats, mais ces adversaires, c'est des gens qui l'ont fabriqué. » Donc, vous ne pouvez pas ne pas laisser le peuple regarder et regarder. Je prends un autre exemple des candidatures. Oui. Mais un candidat, là, même si sa mission les lie, il devient président de la République, non? Vous voulez être président de la République et vous êtes incapable d'aller dans votre propre famille annoncer que vous êtes candidat. Mais vous voulez que qui vous vote? Vous qui parliez de tribalisme. Quand Biya veut se reposer, il va à Bamako. Mais quand j'ai entendu que des anglophones étaient candidats, j'étais content. Et j'attendais qu'eux, ils aillent chez eux pour dire, OK, arrêtez le désordre. Organisez-vous pour voter. Votez-nous. Dès qu'on va être président, on va régler ce problème. Non! Il vient dire aux francophones, votez-moi. Et je vais aller régler le problème de mes frères. Mais soyons sérieux, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Il faut d'abord vous faire accepter par vos frères. Et ici, quand Biya va dormir à Bamako, c'est bon. Quand Kamto va saluer les gens à Baham, c'est mauvais. Mais quelle est cette histoire? Vous connaissez ceux qui nous ont appris la démocratie, ont la notion de ce qu'on appelle fief. Chaque homme politique doit avoir sa base. Moi, ma base, c'est à Douala. Je contrôle Douala. N'en déplaise à ceux qui croient que je ne contrôle pas, je contrôle Douala. Mais je ne contrôle pas Bawan où je suis né. Bon, je ne sais pas en quoi vous contrôlez. Bon, alors je voudrais... Non, sur le plan populaire, sur le plan... vous verrez, le jour où on fera une élection libre, vous verrez ce que vous verrez. Alors je reviens donc à 92. Si le débat a été coupé court, quand Froundi prétendait qu'on avait volé son vote, moi j'ai mon droit de réserve, j'étais acteur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a donné la parole aux autres candidats. On n'a pas donné la parole à ceux que vous avez appelés coalition. On a donné la parole aux autres candidats qui ont reconnu que M. Biya avait gagné. On a donné la parole à Jean-Jacques Kindi. On a donné la parole à Bouba Bello et à Ndam Dioye. Ils ont reconnu que M. Biya avait gagné. Mais l'extérieur a dit, mais celui-là, il se plaint de quoi? Oui. Alors, je rappelle quand même les scores des dernières élections présidentielles au Cameroun depuis le retour au multipartisme. 92, on a 8 candidats. Paul Biya sorti avec 40%. 97, on a 9 candidats. Il remporte avec 92%. 2004, il y a 16 candidats. Il gagne avec 70%. 2011, 23 candidats. Il a 77%. Alors, est-ce qu'en 2018, il y a des raisons de penser que ce sera différent? Mais écoutez, les pourcentages que vous donnez là, ça vient d'où? Monsieur Biya n'a jamais demandé à être président du Cameroun. Non. Le pauvre est prisonnier des gens. Et il leur dit, OK, organisez-vous pour dire que je suis président et je viens présider. Donc c'est eux qui se débrouillent à lui fabriquer un résultat. Oui. Chacun sachant que s'il n'est pas là, il est mort. Oui, répondez à ma question maintenant. Est-ce que vous pensez que la présidentielle de 2018 sera différente des précédentes? Je vais vous dire une vérité. Oui. Et je le dis en vous regardant et en regardant les Camerounais. S'il y a 200 candidats, y compris même le fils de Biya,
contre Biya. Dans un vote honnête, Biya sera dernier. Mais dites-moi, pour quelle raison? Et permettez-moi de vous raconter une histoire. J'ai mon cousin qui a épousé une fille Boulou, une grande dame Boulou, de Bangam. Un jour, j'allais chez elle. Je n'étais plus au RDPC. Arrivé à quelques 2 kilomètres de la maison de Biti, c'est quoi? Biessam. Biti Biessam, le ministre. Oui, Biti Biessam, il est maintenant ambassadeur. Oui. J'avais une Land Cruiser, mais j'ai quand même foncé parce que la route était impitoyable. Mais ce que je vais vous raconter, c'est bon de le savoir. Les villageois sont sortis et ils se sont mis à danser autour de ma voiture. RDPC 100%, RDPC 100%, RDPC 100%. Je me suis dit que mais c'est des fous ou quoi? Bon, après, je ne dis rien. Après, je demande à l'autre que ouais, comment vous... Il dit que mais vous n'êtes pas d'ici. Je dis non, non. Il dit ben, vous êtes d'où? Je dis d'où comment vous... Je viens de Douala. Il dit non, vous êtes d'où? Je dis je suis de l'Ouest. Il dit ouais, on croyait que vous êtes l'un de nos frères ici qui disent que nous avons voté à 100%. Vous avez vu? Quelqu'un qui habite dans un coin, avec une route comme ça, peut voter à 100%. Nous ne connaissons même pas où on vote. Tu crois que vraiment, si on demande aux gens de Vormaka, qui sont maintenant confinés, on a pris tout leur terre, pour être quelque chose à Vormaka, il faut être de la famille présidentielle. Vormaka se résume à Paul Biya. Si on demande aux gens de Vormaka de voter pour Paul Biya, ils vont voter. Ne vous faites pas d'illusions pour faire de cette... En clair, vous pensez que... il ne peut gagner aucune élection. Parce que, écoutez, ce n'est pas de la méchanceté. Pour gagner une élection, il faut que tu suscites dans le cœur de celui qui te vote un espoir ou que tu lui fasses se souvenir de quelque chose. Qu'est-ce qu'un bêtis va retenir, un bêtis lambda, pas les profiteurs, va retenir de Paul... Parlons des Camerounais. Non, non, attendez, je vais aller par an. Qu'est-ce qu'un bêtis va retenir de Paul Biya pour dire que, comme il est bêtis, je le vote. Après 36 ans, il va regarder sa famille, il va se regarder. Qu'est-ce qu'un type de Tukomboro, Tokombere, peut faire pour écouter ce que Kavaye lui dit? Il sait que Kavaye travaille pour lui, pour sa famille, il met tout le monde à l'ENAM, et lui, le pauvre villageois, il est là à côté. Donc, M. Paul Biya a compris le problème et a dit aux profiteurs, débrouillez-vous pour que je gagne. Résultat, ils peuvent tuer. Est-ce que vous suggérez, comme Gagaman a dit, est-ce que vous seriez en train de suggérer, comme Gagaman a dit, l'a fait ici la semaine dernière, que le président Paul Biya a été contraint à déposer sa candidature? Mais il a tout le temps été contraint parce qu'il se comporte comme un chef de gang. Et quand vous êtes chef de gang, vous avez même besoin, vous avez peur de vos guerreros. Hein. Ils peuvent vous abattre. Aujourd'hui, les autres savent que par eux-mêmes, ils ont bien comme à Libye, mais par eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. Et ils ont une peur bleue. Imaginez demain que le pouvoir change. Mais il y a un monsieur là qui fait le fanfaron dehors. Il est allé, il a imaginé un truc. Et c'est là où je vais vous parler du vol du chef en tant que fils de l'Ouest. Vous savez que dans le temps, pas maintenant, ce n'est plus possible, quand le chef était encore chef. On va parler des chauffeurs. Attendez, je vais vous parler donc d'un volet du vol. Le chef disait à Senchinda, allez me prendre une chèvre dans le village pour que je reçoive un étranger. Le Chinda allait prendre 10 chèvres et venait lui donner une. C'est quand les villageois pleuraient tous pour venir à la chefferie que le chef se rendait compte qu'au fait d'une chèvre, l'Inchida avait pris plus de 10. Mais il ne pouvait rien, parce que c'est lui qui les a envoyés. Regardez les histoires d'ordinateurs. Le fameux Ndongo dit à Biya que, comme les élections arrivent là, il faut qu'on essaye d'accommander des ordinateurs. Il dit il n'y a pas d'argent. Il dit on va prendre à crédit. Comme ça, on va se débrouiller pour mettre quelque chose à côté. Le chef lui donne son accord. C'est après, quand on annonce le montant, que le chef s'aperçoit que, mon Dieu, mais il ne peut rien, parce qu'il avait donné son accord. Même chose pour les avions MA. Regardez Enam, un monsieur qui a fait admettre des morts, qui est quand même une curiosité et une honte. On ne lui fait rien parce que, dans cette combine, il a pris soin de mettre les enfants de Paul Biya.
Paul Biya étant donc à chaque fois bénéficiaire ou étant au courant de ces choses, ne peut rien faire. Résultat, il est condamné à laisser faire. Donc tous ces gens, ils ont peur. Si demain le président Biya n'est pas là, mais on va ouvrir les dossiers. Les gens vont rendre gorge, pas à sa manière, mais une vraie gorge. Parce qu'aujourd'hui, on a enlevé toute la crédibilité à l'opération Épervier. Nous avons des gens en prison parce qu'on dit qu'ils ont été intelligents. Ils sont complices intellectuels. Donc leur maman aurait dû les naître idiots, ils seraient libres. Attends. Là, vous parlez d'autre chose. Hein. Bon, oui, mais vous avez d'autres dont le peuple a identifié comme voleurs, avec des preuves qu'on leur a fournies, parce que le chef d'État demandait les preuves, qui sont dehors. Vous avez des gens comme Olangana, on dit qu'ils ont volé 4 milliards. Après, au bout de 2 ans, on dit non, c'est seulement 200 millions. Mais ils sont toujours en prison. Hein. Donc, il y a les voleurs du chef et ceux que le chef demande qu'on condamne. Les élections, donc, sont l'occasion pour ces bénéficiaires du régime de tout faire. Et c'est là où ils se trompent. Parce que la mentalité populaire d'aujourd'hui n'est plus la mentalité d'hier. Vous avez vu comment l'interdiction des meetings, ce que ça fait dans des zones où on essaie de l'interdire, le peuple parle. Et ce qui va se passer, et je souhaite que ceux qui ont dirigé le pays pendant 36 ans aient un minimum d'amour pour ce pays et qu'ils ne permettent pas que ce désordre-là arrive. Parce que les gens ne vont pas laisser que les gens fabriquent les résultats. Alors, la campagne n'est pas encore officiellement lancée, mais déjà, l'opposition se déchire, ça tape dans tous les sens. Et ce qui est curieux, c'est que certains partis politiques se tirent entre les jambes et évitent soigneusement celui qui est supposé être leur adversaire commun. Comment peut-on expliquer cela? Est-ce que c'est une faute tactique ou alors c'est de... Bref, comment peut-on expliquer cette attitude qui consiste pour certains partis d'opposition candidats à cette élection à se tirer entre les jambes en épargnant soigneusement celui qui est leur adversaire ou alors supposé être leur adversaire commun? Monsieur Tagny, je voudrais que, à partir de votre propre exemple, que vous compreniez que certains sont candidats pas pour faire perdre Biya, mais pour faire perdre celui qu'ils pensent qu'il risque d'apporter un changement. Et ils sont payés pour... C'est incompréhensible que, à une élection présidentielle, l'objectif pour ceux qui se présentent contre celui au pouvoir, c'est de le renverser. Mais pendant ce temps, vous le laissez et vous vous tournez vers les autres pour dire « Ah non, c'est cet esprit de chef de cancre, comme je vous disais, où vous vous asseyez là, vous êtes tous renvoyés de l'école parce que vous ne valez rien. Et l'autre dit, mais nous, on est renvoyé comme ça. Mais ma note avait dépassé pour vous. Et tu es où? Tu es dehors avec nous. Donc, il faut que ceux qui sont chargés d'accomplir une mission, et ce n'est même pas une mission qui doit étonner les Camerounais. Il y a des partis politiques qui, tout au long de leur existence, vous ont dit que le RDPC était leur ami. Le RDPC est constamment invité à leurs meetings comme parti ami. Et vous savez, en politique... Oui, mais c'est de la simple courtoisie. Non, écoutez, monsieur. Oh là là, il ne faut pas tromper les Camerounais. En démocratie, ne sont amis des partis que ceux qui ont la même idéologie politique. Ça dit que oui, vous mais ne verrez pas... inviter un parti à quand vous l'invitez, ne signifie pas forcément que vous en faites un ami. Non, monsieur Tagny, oui. on met sur le machin parti, ami, invité. Vous ne pouvez pas inviter un parti qui n'a pas la même doctrine que vous. À votre congrès, vous parlez de quoi? Et vous savez que le SDF ne m'invitait plus à son... Pourquoi? Parce que la dernière fois où ils m'ont invité, je leur ai dit que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et les amis de mes amis sont mes amis. Or, je vois que le RDPC est votre ami, mais pour moi, le RDPC n'est pas mon ami. Parce que je sais que c'est des gens, si vous voulez dîner avec eux, il faut avoir une longue cuillère. Sinon, ils vont vous bouffer. Donc, les années suivantes, ils ont préféré ne plus m'inviter, mais ils ont invité toujours le RDPC en bon endroit. Mais qu'est-ce que vous dites? Il ne faut pas tromper les Camerounais. Vous voyez les communistes à leur congrès à Paris inviter le RPR. Mais vous racontez des histoires. Donc, c'est des gens qui ont l'habitude d'être ensemble. Bon, ok, même s'ils les invitent pour d'autres choses, ils ont l'habitude d'être ensemble. Ce n'est pas à cette période qu'ils vont se séparer. Ils se sont partagés les rôles. Oui. Et puis,
Quand quelqu'un vous dit que il est l'avion, et les autres doivent venir entrer dans l'avion parce que l'avion n'entre pas dans la voiture, mais pour un spécialiste de l'aviation, et je crois qu'il a pris un mauvais exemple. L'exemple de l'union des technologies, c'est l'avion. Celui qui fabrique la carlingue, c'est-à-dire la carcasse, là, n'est pas celui qui fabrique le moteur. Celui qui fabrique les pneus n'est pas celui qui fabrique les chaises dedans. Celui qui fabrique les instruments de navigation. Donc c'est plusieurs technologies. C'est plusieurs entreprises indépendantes qui font un avion. Et puis quand le gros avion est à terre, là, il ne bouge pas, hein. Ils n'ont pas de reverse. Il faut que quelque chose le pousse. Et vous avez vu la petite voiture qui le pousse pour le mettre sur la piste, dont l'avion a besoin des autres pour décoller. Et je voudrais donc vous dire ceci. Il faut se méfier. Ça, c'est des choses dites et préparées pour vous montrer que l'unité de l'opposition que vous appelez n'est pas possible. Parce que tu ne peux pas dire il y aura unité pourvu que tout le monde entre dans mon avion. Ah ben tous le disent. Hein. Bon, c'est ce que je dis. Donc, et c'est normal. Chacun d'eux s'est senti capable d'être président de la République. Ce que le peuple doit demander à chacun, c'est quel est ton programme? Quelle est l'assurance de par ton passé, de par ta capacité intellectuelle, de par tes relations à l'extérieur, qui peuvent être une présomption de ta capacité à diriger ce pays. C'est ce que le peuple doit demander à chacun. Mais tu dis, je suis candidat, mais ne me regardez pas. Vous voyez l'autre là, il est très gros. Alors, on parlait des coups que les partis politiques se donnent entre eux. Akeremouna a lâché une bombe contre le SDF il y a quelques jours. Invité dans une émission, il a affirmé qu'il avait, en 92, déposé un recours auprès de la Cour suprême qui aurait pu permettre d'inverser les résultats qui avaient été proclamés, c'est-à-dire permettre que le SDF, entre guillemets, soit rétabli dans sa victoire. Sauf que, dit-il, son recours, il a été désavoué par le SDF qui a dit n'avoir commis aucun avocat pour le faire. Alors, que savez-vous de cette affaire, surtout que vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez militant du RDPC et vous étiez responsable de la propagande du RDPC à l'époque. Que savez-vous de cette affaire? C'est à ce titre que je veux vous dire que, par devoir de réserve, je ne répondrai que partiellement. C'est vrai, on lui a dit de retirer... Oui, partiellement, on lui a dit de retirer son recours. C'est normal. L'avocat travaille pour son client. Quand son client lui dit de retirer le recours, il ne peut pas s'entêter et chercher pourquoi le client lui a dit de retirer le recours. Bon, les raisons qu'il donne, ça n'engage que lui, mais je sais qu'en 92, beaucoup de choses se sont passées. Et je n'ai pas le droit, même si je combats le gouvernement, de dire des choses que j'ai connues à cause de ma position privilégiée à ce moment-là, à un poste donné. Les gens doivent se regarder eux-mêmes et se dire que la Bible dit toute lumière allumée, même si on le met sous le lit, il brillera. Donc toutes les vérités sortiront et j'ai peur que ça pourchasse certains même après leur mort. À ce point? Oui, je crois que mes enfants me demandaient, mais papa, tu nous laisses quoi? J'ai dit, je vous laisse rien, mais un capital formidable. Quand je serai plus là, et quelqu'un va vous voir et va dire, Zonga, tu es le fils de tel monsieur, tu vas dire oui. Il va te donner l'eau à boire. D'autres, quand ils vont dire le nom de leur père, on va chercher la chicotte pour les taper. Donc, je vous laisse un grand capital. Voilà ce que je dis à mes enfants. Donc, en 92, il s'est passé beaucoup de choses. Et ce sont des choses que nous ne devons pas souhaiter que ça se passe. C'est pour ça qu'il faut avoir des candidats sérieux, patriotes, et pas prêts à se faire retourner contre eux-mêmes. Un candidat doit être celui, pour se présenter à l'élection présidentielle, on doit d'abord se présenter à sa propre élection de conscience et se dire, suis-je digne de faire mieux que celui que je m'en veux faire là? Tous ceux qui jouent avec le peuple portent une malchance qui les poursuivra jusqu'à la tombe. Et les gens pensent toujours que c'est rien. Mais vous voyez certaines personnes mourir bêtement. On vous dit c'est la sorcellerie. Non. C'est l'union des paroles des citoyens, des victimes qui se font entendre là au ciel et le fracassent. On a
tellement parlé ces derniers temps de cette union devenue utopique de l'opposition pour la présidentielle du 7 octobre prochain qu'on a oublié ce qui me semble quand même essentiel, c'est la conduite de ces élections-là. Est-ce que pour vous, des élections transparentes sont garanties? Impossible. Mais il ne faut pas vous leurrer. Comment ça impossible? Non, M. Tani, oui. Il y a la reconnaissance du ventre. Quelqu'un ne peut pas vous nommer sur des critères que lui-même, parce que beaucoup au Cameroun sont même surpris quand on les nomme. Parce que quand les gens vont faire le lobbying et le type apprend son nom, on n'a même pas eu le temps de le prévenir. Il danse tellement qu'on l'a nommé. Et tu veux que demain, il a le choix de dire que son bienfaiteur a gagné ou de dire que son bienfaiteur a perdu. Non, ce n'est pas encore arrivé. Les Camerounais n'ont pas encore cette force. Dès lors que tous les dispositifs du processus sont entre les mains d'une même personne, il y aura tentative de changement de résultat. Je dis bien tentative, parce que le dernier mot revient au peuple. Je suis arrivé premier dans une élection dans un village à l'ouest. Le maniaque a vu que ça serait grave pour lui si on disait que j'ai gagné. Il a payé tout le monde, y compris mes propres représentants. Ils ont signé. Donc, si ces gens refusaient de signer, y compris mon représentant, il n'aurait jamais changé. Il aurait eu peur. Donc, les Camerounais doivent apprendre qu'il y a des moments où tu peux sacrifier ta vie pour sauver celle des nombreuses générations à venir. Et je dis que le pouvoir ne compte que sur la tricherie. Je vous ai dit que si on est 1000 candidats, avec M. Biya et Junior comme candidat, Biya arrivera dernier. Parce qu'il a ce désavantage qu'il doit défendre un passé. Il doit défendre son bilan. Mais quand vous avez un bilan négatif, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un dans... il est négatif pour vous, mais il y en a, ses partisans soutiennent son bilan. Mais c'est normal. On dit qu'il récite à l'envi. On dit chez nous que certains ne sont heureux qu'en période de peste. Mais mon ami, ils sont combien ceux qui se réjouissent là? Ceux qui vous disent qu'ils sont... Allez discrètement, vous êtes journaliste, allez investir, allez faire des investigations dans les villages de ceux qui se montrent les plus acharnés. Et si quelqu'un se montre le plus acharné, approchez le nez. Chacun a la raison pour laquelle il soutient le candidat, pas forcément pour des réalisations, même pour des raisons affectives. Même pour des raisons affectives, on peut décider de voter pour un candidat. Non, l'affection. Pourquoi vous voulez faire absolument un lien de causalité entre les réalisations et puis le choix des électeurs? Même pour des raisons affectives, on peut choisir un candidat. Parce que le poste de président, oui, c'est le poste de celui qui doit conduire le peuple à un bonheur. Quand on te conduit, quand on te recule, on ne te conduit pas au bonheur. Même si c'est ta mère, tu lui dis que ouais, tentons autre chose. Donc cette affection-là, ça n'existe pas. Ce n'est pas un problème d'affection. La famine se sent. On ne dit pas à quelqu'un que tu as faim. Toi, tu sens que tu as faim. Il n'y a pas un seul Camerounais qui n'a pas soif de développement, qui n'a pas soif d'exister aussi. On va vous dire, et c'est ça, là où on a voulu entraîner les Camerounais dans une histoire impossible de tribalisme. Et il y a aujourd'hui chez nous des groupes qui se soutiennent et qui volent. Mais il n'y a pas de tribus. Sinon, il y aurait une tribu où chacun a une voiture, chacun a une maison. Non, il n'y a pas de tribu heureux. Les malheureux, on les trouve à Bawang. Les malheureux, on les trouve à Mvormaka. Les malheureux, on les trouve à Tukumbore. Mais les heureux de Bawang, les heureux de Mvormaka et les heureux de Tukumbore, qui sont une infime poignée, veulent faire croire que nous devons les aider à être plus heureux et nous toujours plus malheureux. Il s'agit pour les candidats d'éveiller la conscience et de dire aux gens que quand tu vas au restaurant, tu prends un bon plat, tu manges. Tu n'as même pas vu le cuisinier. Dernière question pour sortir de cette partie du débat, Albert Nzongan. Au-delà des certitudes que vous assénez comme ça là, qu'est-ce qui peut permettre
aujourd'hui à l'opposition ou alors un candidat de l'opposition de battre le président sortant? Mais tous vont le battre. Mais au-delà de ces... Non, c'est pas au-delà. Sur quoi vont-ils... Mais sur le bilan, oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens connaissent que M. Biya. Les autres ont le bénéfice du doute. Même le dernier candidat, on ne connaît pas. On se dit, personne ne peut faire plus mal que celui-là. On l'a vu au bout de 36 ans. Donc, n'importe qui vient, on lui accorde ce qu'on appelle le bénéfice de la nouveauté. On dit que tentons celui-là. C'est pourquoi il ne peut pas gagner. Et comment voulez-vous qu'un préfet... Cela peut être retourné contre vous. Hein. On dit souvent, il vaut mieux un diable qu'on connaît plutôt qu'un... Non, ce diable-là, il a traîné trop longtemps. Parce que Lucifer, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quand les gens au départ croyaient qu'il était le concurrent de Dieu. C'est quand on a fait de ceux qui l'ont quand on a vu ce qu'il a fait de ceux qui l'ont suivi, qu'on a dit, hey. Et pour comprendre ce régime, vous avez parlé tout à l'heure d'Edouard. Edouard était sur le plan sur le plan politique et sur le plan même ésotérique, l'un des chefs. Mais il s'est repenti. Et c'est la seule parole que les Camerounais doivent écouter avec attention. Parce que ce monsieur ne dit pas n'importe quoi, il dit ce qu'il a vécu. Nous qui avons été dedans, nous ne disons pas n'importe quoi, nous disons ce que nous avons vécu. Quand je t'ai parlé des soutiens et des coups bas, qu'est-ce qui m'a fait sortir du RDPC? C'est mon camp. Parce que je commençais à dénoncer ces vols avec son patron, celui qui est mort là, Ndumba. Et c'est lui qui a tout fait pour quand je lui ai remis ma démission, il a fait le signe de la croix et il m'a dit au revoir. Il était tout heureux. Donc, il ne faut pas toujours croire que dans cette histoire-là, c'est parce que quelqu'un est de chez Biya qu'il va voter Biya. Quand tu te couches le soir, tu fais ton bilan, tu dis, hey, moi quoi? Et quelqu'un a écrit quelque chose que j'ai lu aujourd'hui. Il a dit que la plupart de certaines personnes qui parlent de tribalisme, leur argent, ils le font fructifier par des gens qui prétendent combattre. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que le provincialisme est verbal et superficiel. On va prendre une petite pause pour aborder dans quelques secondes la dernière partie de cette émission. Voilà, retour dans cette émission avec notre invité Albert Nzongan, président de la Dynamique. Nous échangeons depuis un peu plus d'une heure déjà. Albert Nzongan, nous allons parler à présent des chefferies traditionnelles qui prennent déjà, ce n'est pas nouveau, mais une place assez importante dans la scène politique. Alors, comment appréciez-vous la place que les chefs traditionnels occupent aujourd'hui dans l'arène politique au Cameroun? Non, il faut que je vous arrête tout de suite. Oui. Je suis 9 notable dans la tradition bamileke. Ça veut dire que je suis des 9 qui constituent le gouvernement du village. Oui. Je veux prendre l'exemple des us et coutumes de l'Ouest. Donnez-moi le temps de vous expliquer. Moi, je m'appelle Wambo Nwela Amo. C'est-à-dire Wambo qui défend les problèmes de chez lui, des gens de chez lui. Quand je serai mort, on va prendre un de mes fils. Il perdra son identité. Il s'appellera Wambo Nwela Amo. C'est-à-dire que le notable est une institution. La chefferie est un trône sur lequel un individu s'assoit avec son nom. On ne dira pas, on dit Chef Banjoun, Chef Njomo. Chef Njomo a succédé à Chef Nié. Chef Nié avait succédé à un autre. Ils ont succédé à leur père Kamga. C'est vous dire que le chef a son identité propre. Et le trône, quand il est assis sur le trône, il est le chef. Mais quand il sort du trône et prend son identité, ou quand il va même dans sa concession personnelle, il est la personne qu'il est. Et ceci, c'est pour relever quelque chose que les gens ont critiqué dans les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé à la chefferie Banjoun, où on a vu le sénateur Ndjomo s'asseoir derrière son président du Sénat
qui est par ailleurs le chef Banjoun. Non, non, non. Le chef Banjoun n'est pas sénateur. Le chef Banjoun n'a pas besoin d'un complément. Quand on est chef chez nous, c'est tout. Il n'y a rien à côté du chef. Quand tu entends un chef se plaire à dire qu'on l'appelle docteur, on l'appelle professeur ou tout ça, c'est de l'aberration. Parce que si tu t'affubles de ce complément et tu te retrouves à côté de quelqu'un qui a un titre plus grand que le tien, dans le civil, mais tu te mets en comparaison. Oh, le chef est un homme d'ama. C'est un animal imbattable. Le chef ne doit pas permettre que quelque chose, qu'on le compare à quelque chose que ce soit. Je retourne à Banjoun. Quand les gens, les audateurs là, disent le docteur Njomo chef Banjoun, mais quand le professeur Kaptier arrive à côté de lui, il devrait donc se coucher. Et le professeur Kaptier, c'est le professeur Kaptier qui se décoiffe quand il arrive. Mais il ne se décoiffe pas devant le docteur. Il se décoiffe devant le chef. Donc il faut faire attention. Revenons à la politique. Ben, je reviens en politique. Les gens veulent se servir des chefferies traditionnelles et la casser. Non. Ils cassent le bénéfice propre de ceux qui occupent ces chefferies. Quand un chef vient sur la place du marché en dansant, on met l'argent sur sa tête. C'est lui qu'on ridiculise, ce n'est pas le village. Le village est une réalité, c'est une institution dont le pouvoir a compris que des régions comme le Nord, le Noun, l'Ouest, Bamenda, sont des régions où les chefs avaient trop de pouvoir et étaient donc capables de mener leurs villageois, leur population, vers quelque chose qui pouvait être le contraire de ce que voulait l'administration. On a commencé par dire qu'ils sont auxiliaires de l'administration et qu'on peut me les nommer. Et depuis quelque temps, ils ont un salaire. Un chef Banjoun, s'il y a le choix entre être chef Banjoun et être Premier ministre du Cameroun, tu crois que je choisirais quoi? Premier ministre? Tu es malade, que c'est quoi ça? Chef Banjoun, je m'assois, tout m'arrive, on vient, on se coupe. Tu parles de quoi? Un chef à l'Ouest? Donc, on a réussi à leur mettre dans la tête que votre histoire de chef là, c'est rien. Il faut sortir aussi. Et vous entendez de plus en plus de chefs dire, moi aussi je suis quelqu'un. Mais tu n'es plus quelqu'un si tu as choisi d'être chef. Tu es l'esclave du village. Tu ne peux plus faire ce que les autres font. Si tu veux faire ce que les autres font, décoiffe-toi et fous le camp. Ils sont là à boire de nuit, c'est torsade. Quand on les voit, on dit, mon chef. Il dit, non, 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 ici il n'y a pas de chef. C'est eux-mêmes qui disent qu'ici en boîte il n'y a pas de chef. Donc il faut qu'ils acceptent qu'on se frotte sur eux. C'est un scandale à l'Ouest que de se frotter sur le chef. Revenons à la politique. Les chefs traditionnels, le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Attendez, le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun a récemment appelé à voter pour le président de la République. Ça, c'est un soutien de poids. Si on s'en tient à ce que vous avez dit, c'est-à-dire le pouvoir que les chefs ont sur leur population. Non, ils n'ont pas amené. Écoute, tu as quel chef qui, en venant ici, a réuni les 9 notables pour qu'ils lui disent, voilà la bénédiction du village, va dire qu'on vote. Non, il essaie de lever en son nom propre. On l'a appelé. Et la tradition camerounaise, c'est quelque chose de spécial, c'est spécifique. Les us et coutumes du Nord ne sont pas les us et coutumes du Sud, du Centre. Les us et coutumes de l'Ouest ne sont... Mais comment des gens... Mais chez nous, 9 notables et chefs, nous avons une double vie. Une vie humaine et une vie animale. Allez dire ça à un autre qui se dit chef, il va dire comment un homme peut être animal. Mais c'est comme ça le fonctionnement de notre tradition. Vous avez dans le Noun, vous voyez le sultan, mais c'est une institution. Comment il peut s'asseoir avec l'autre, celui qui conduisait le fameux Dongo? Ali Mayatou. Ils étaient nombreux. Ali Mayatou, Alim Ayatou a choisi. Kabaïgué Djibril, Jacques Famdongo, ils étaient nombreux vous voyez, toutes les régions vous voyez tous ces pillards-là que vous appelez chef. Non, écoutez, le chef ne peut d'ailleurs se mêler à rien qui peut entamer son autorité et la crédibilité de son règne. Quand vous citez tous ces gens qui, tous les jours, sont dans les problèmes humains, qui se frottent, qui sont obligés de se compromettre.
Mais un chef reste dans la chefferie. La chefferie de celui-là que vous appelez fameux, c'est où? Il a combien de notables? Et le chef à Colandom, vous avez dit vous-même que les chefferies ne se valent pas. Mais c'est ce que je dis. Il fait partie du conseil qui a appelé à voter pour le président de la République. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, on sait que la politique, elle est essentiellement clivante. Donc pour vous, le fait que des chefs traditionnels parlent... Pourquoi vous me touffez? Je ne vous étouffe pas. Non, M. Tani, laissez-moi vous dire que je vous retire cette utilisation d'une institution qui tient à cœur les gens du nord, de l'ouest, de Betty, tout ça. Ce ne sont pas les chefs. Le chef ne se déplace pas pour aller dire qu'on vote quelqu'un. Le chef ne vote pas. Le chef est le patron. Ce n'étaient pas des chefs. C'était des petits mendiants qu'on a appelés. Dès que tu arrives ici, tu cesses d'être chef. Si quelqu'un... Mais tu viens ici dire qu'on vote Paul Biya. Tu as chez toi un candidat contre Paul Biya. Qu'est-ce que tu vas rentrer dire aux populations? Qu'il faut le chasser du village? Non, on est en train donc, pour vous, les chefs perdent leur autorité lorsqu'ils se mêlent de politique. Ils n'ont rien perdu. Les gens veulent les exploiter. Et je voudrais ici, et je suis obligé de me ressaisir pour mon droit de réserve. Mais je suis celui que le chef de l'État a beaucoup envoyé auprès de ses chefs. Donc, il ne faut pas me raconter d'ici. Il vous a envoyé auprès de ses chefs pour faire quoi? Pour voir leur état d'esprit et quels étaient leurs besoins, et auprès des plus bavards. Donc le chef d'abord ne bavardait pas dans le temps. Le chef était là à la chefferie, il écoutait. Et après, avec ses notables, il prenait une décision. Mais aujourd'hui, le chef participe, il est au marché. Vous vous rappelez la petite histoire de M. Nié, du chef Nié à Banjul, où au début de la démocratie en 90, il a giflé un gars à Banjul qui était le représentant du SDF. Et le gars lui a dit, la gifle que vous m'avez donnée là, je considère que c'est le chef qui m'a tapé. Mais la deuxième, je veux considérer que c'est mon adversaire politique qui l'a fait. Il a donné une deuxième, lui aussi il l'a rendu. Et on lui a dit, tu tapes le chef. Il dit, non, le chef est à la chefferie, c'est mon adversaire politique. Si vous allez à la forêt, dans la forêt, le serpent va vous mordre. Le chef ne doit pas rentrer dans cette arène-là. C'est un panier à crabes. Et on les trompe. Et que sont ceux qui les trompent? On n'enverra pas un Bamiléké tromper les chefs Betty. On n'enverra pas un Betty tromper les chefs Bamiléké. C'est toujours les fils Bamiléké qui profitent de l'occasion pour humilier les chefs. Vous avez vu à Banjul, un simple citoyen Bamiléké qui est devant le chef avec son chapeau. Il est bien assis, le chef derrière lui. Mais c'est eux qui se sont ridiculisés. Pas leurs complices, parce que toutes ces histoires-là où les chefs maintenant veulent avoir des titres politiques. Le chef était celui qui choisissait dans son village un digne garçon pouvant représenter le village. Il est au-dessus de ça. Bon, donc les chefs vont montrer maintenant que la chefferie est rien par rapport aux petits titres de maire, de conseiller, de sénateur qu'on peut leur donner. Et ça, tous les citoyens camerounais qui veulent que nous ayons une identité. Parce qu'on est en train comme ça de perdre notre culture totalement. Aucune région n'est épargnée. Oui. Et le pouvoir est satisfait. Parce que le pouvoir en face de lui, des gens affaiblis. Le chef ne peut, quand le chef dit que votez bien, mais qu'il vous dise comment il va faire pour qu'on le vote bien. Qu'ils vous disent par exemple. Peut-être qu'ils vont battre campagne. Alors, est-ce qu'il en est des chefs traditionnels comme de l'élite? Aujourd'hui, il y a également beaucoup de contestations dans des communautés au sujet des élites qui aujourd'hui sont cooptées et ne semblent pas recevoir l'assentiment des leurs. Est-ce qu'il y a un problème également au milieu de l'élite? Qu'est-ce que vous appelez élite? Oui. L'élite est quelqu'un qui, par ses agissements, par ses réalisations, par son intelligence, a émergé. Et il s'impose aux autres. L'élite n'est pas le cancre qui ouvre la radio, et il apprend qu'on l'a nommé ceci, et il commence à adresser ses ergots pour dire désormais s'il y a quelque chose dans ce village, c'est moi. Vous avez vu que les meetings les plus courus pour les candidats, c'est à Bouddha. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi? Quelqu'un a même dit que vous avez vu comment les gens étaient nombreux. Les gens de Bouddha ne viennent pas absolument parce qu'ils aiment ces candidats. Ils viennent exprimer une exaspération. Bouddha est le seul département où aucun maire d'arrondissement ou de village n'y réside. Le maire de Babadjou ici à Yaoundé.
le maire de Ngalim est à Douala, le maire, le député de Bouddha est la femme de Fozo Victor. L'autre est à Douala, c'est un homme d'affaires. Donc, le maire de la ville de Bouddha est médecin à Douala. Donc, on leur a imposé des gens qui ne connaissent pas. Et ils se sont sentis orphelins. Maintenant, ils se disent que, ah, si quelque chose d'autre pouvait nous arriver. Comment pensez-vous que quelqu'un qui habite si loin de sa population et qui a ses affaires propres puisse les encadrer de manière que, au cours des élections, il leur dit votez pour Paul Biya et on vote. Ce n'est pas possible. Donc ces gens expriment d'une autre manière leur mécontentement. Et c'est ça la conséquence de l'élite fabriquée. C'est comme si aujourd'hui un décret venait dire que, qu'est-ce que je dirais, bon, mon père est mort, mais qu'un vieil villageois là, à Chang, on l'a nommé professeur à l'université de ceci. Mais il va faire quoi? Le gars n'a même pas été à l'école. Parce que les cancres pensent que le décret va les transformer. Ils mentent. Le peuple est fatigué et est maintenant regardant. Et comme ces gars savent que leur seule chance, c'est de dire à Paul Biya que ils ne lui disent pas voici le résultat de la fonction pour laquelle tu m'as nommé. Ils disent voici le résultat de l'élection dans mon village. Tout le monde est d'accord pour que Paul Biya dise que ok, continue à rester là. Et dans le village, ça ne va pas se passer comme ça. Je vous dis et je vous redis que ceux qui pensent qu'ils ont gagné parce qu'ils pensent que les tricheries d'antan vont continuer, se trompent. S'ils veulent que le Cameroun sombre dans un désordre, le Cameroun sombrera dans un désordre. Mais on ne peut pas diriger un pays pendant 36 ans, avoir 85 ans et souhaiter le laisser en feu et en sang. Nous sommes en train de sortir de cette émission. Ah bon? Déjà, oui. Le temps, il passe vite. Alors, il y aura 9 candidats à la présidentielle du 7 octobre prochain. Lequel de ces 9 candidats est le vôtre? Écoutez, les gens m'ont collé des candidats. Vous voulez jouer à la politique, mais vous êtes journaliste. Mon parti s'appelle Dynamique pour la Renaissance nationale. Oui. Et le parti qui porte Maurice Kamto, c'est le Mouvement pour la Renaissance nationale. Donc c'est celui que vous soutenez pour la prochaine présidentielle. Non, monsieur. Nous avons les mêmes objectifs. Redonner vie au Cameroun, faire renaître le Cameroun. Donc c'est 2 partis frères qui ont les mêmes objectifs et les mêmes buts. Il est normal que si je ne suis pas candidat, que je supporte celui qui a les mêmes aspirations que moi. Donc, moi je le dis parce que je suis un responsable politique, le vote est personnel, mais même si, quel que soit ce que je dois faire, il faut que je sois conséquent et logique avec moi. On m'a vu toujours cheminer avec ce parti, même quand c'était en création avec M. Foguet, j'ai toujours été avec lui. D'ailleurs, je crois qu'il y a certaines réunions de l'opposition où on a voulu me chasser tout simplement parce que je l'avais invité. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on se voit, parce qu'on pense, on discute, on est sur la même longueur d'onde. Donc vous soutiendrez le candidat du MRC à la prochaine présidentielle? Oui. Alors, quand j'entrais dans ce studio, je regardais un peu ce qui se dit dans les réseaux sociaux. On parle d'une réunion qui aurait eu lieu, ou alors qui aura lieu, entre l'ancien directeur du cabinet civil et votre candidat Maurice Kamto. Info ou intox? Je préfère vous le demander comme ça, hein, vous le côtoyez, donc vous pouvez en parler. J'imagine. J'apprends comme vous, mais écoutez, ça c'est l'exemple de la fébrilité de ceux qui se disent supportant le président de la République. Dès lors que vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec lui, on vous cherche tout le mal. Je crois que tout cela, ce n'est pas pour faire du bien à Kamto. Peut-être que quelqu'un a entendu que le chef d'État voulait réhabiliter Belinga quelque part et on s'empresse de faire couler ça pour que il demeure. Intox. Non, ce n'est pas absolument de l'intox. Ceux qui doivent changer ce Cameroun sont ceux qui connaissent les méthodes et qui peuvent se repentir.
Je dis, quelqu'un m'avait dit, tu étais au RDPC? Non. Je dis, oui, j'y étais. Mais je suis un voleur repenti. Il faut que ces gens-là apprennent la repentance. Vous croyez que ce que M. Edzo a fait là, c'est une repentance. Et il est maintenant, il a la paix de l'âme. Il se dit, j'ai dû participer à des mauvaises choses pour mon pays. Il faut que je fasse en sorte que plus jamais cela. Et peut-être Belinga aussi peut se dire, ouais, maintenant, il ne me reste pas beaucoup de temps à vivre. J'ai même construit une église pour Dieu. Il faut que j'arrive devant Dieu étant propre. Je libère ma conscience. Et ils seront de plus en plus nombreux, même dans l'armée, qui vont à un moment dire, hey, le bateau est en train de prendre l'eau, il vaut mieux que les rats, certains bons rats, s'échappent. Crise anglophone, en quelques mots, comment sort-on de cette crise qui continue de faire des morts? Des sécessionnistes sont encore tombés, tout comme des militaires, c'est tragique. Comment sort-on d'une telle crise? Dans cette crise, les morts connus, c'est les militaires. Parce qu'un militaire, quand il meurt, on sait que c'était un militaire. Mais la plupart des innocents qu'on tue, on vous dit c'est des sécessionnistes, c'est une vengeance où le militaire voit tomber son frère et le prochain qu'il rencontre, il tue. C'est un sécessionniste. Je voudrais tout simplement dire qu'au début de cette crise, j'ai été consulté. Et j'avais bien dit, qu'on dise au chef de l'État, que c'est très très important pour qu'on le confie aux élites fabriquées du Nord. Et ces gens-là sont allés mettre le feu. Personne ne veut que cette crise finisse. Personne ne veut qu'il y ait le vivre ensemble. Je vous prends des exemples. Allez-y. Monsieur Atangadji, quelqu'un qui moralement n'est pas bien coté, on lui prête dans son passé beaucoup de choses, je ne sais pas. On prête toutes sortes de choses à tout le monde. Bon, ok, attendez. N'en pas, oui. Lui, il dit que chez eux, il n'y a aucun problème. Puis le lendemain, vous lui dites, allez régler le problème qu'il y a chez vous. C'est une contradiction. Monsieur Moussongue, au plus fort de la crise, dit que c'est les Baminda qui viennent troubler chez lui. On lui dit d'aller faire le vivre ensemble. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? C'est comme les papiers qu'on écrit, on donne à Chiroma, va lire. Et le pauvre, il vient lire aussi bêtement. Il est condamné. Parce que quand on l'a recruté, on lui a dit c'est pour jouer le mauvais rôle. Et puis quand tu... Comment sort-on de cette crise aujourd'hui? Pour sortir de cette crise, il faut déjà qu'on la ramène à sa dimension. Et que ça cesse d'être une affaire pour ceux qui gèrent la guerre. Vous savez que la guerre est une industrie qui produit beaucoup d'argent pour certains. Et pour sortir de cette crise, c'est une volonté. Il faut que le chef de l'État demande aux gens qui peuvent parler, comme le cardinal a tenté. Vous avez vu que c'est le pouvoir qui a dit « D'où viens-tu » Parce qu'ils ont peur qu'ils cessent ce qui leur permet aujourd'hui de vivre. Et je voudrais, une autre solution, ça serait que les candidats anglophones aillent là-bas faire la tournée pour expliquer aux gens que bon, après les élections, si nous gagnons, on va tout arranger et qu'il y ait la paix. Mais si eux-mêmes fuient chez eux, je ne vois pas qui on va envoyer pour qu'ils aillent régler le problème dans leur propre famille. Merci. On en reste là. Très rapidement, la bibliographie de cette émission. On a parlé de Titus Edzo. Eh bien, il vient de publier un nouvel ouvrage. On l'a déjà présenté dans cette émission. Cameroun, combat pour mon pays. C'est un essai intéressant que je vous conseille. On parlait de l'opposition camerounaise. Quelqu'un que vous connaissez très bien. Il est sénateur. Pierre Flamboung-Ayap, l'opposition au Cameroun. Les années de Braise, sorti chez l'Harmattan. Un livre qui parle de l'opposition camerounaise également, repenser et reconstruire l'opposition camerounaise, question sur la quête de sens et la subjectivation politique. C'est un ouvrage collectif dirigé par la grande palabre de Jean Bosco Tala, notre confrère. Et enfin, vous avez parlé un tout petit peu de lui à demi-mot, Marafa Hamidou Yaya, le choix de l'action. Il est aujourd'hui incarcéré pour détournement de fonds publics. Merci Albert Nzongan d'être venu dans cette émission. Vous regardez régulièrement cette émission, je suppose. Vous savez que vous ne repartirez pas les mains vides. Nous avons un petit cadeau pour vous. C'est un souvenir de votre passage à cette émission et je vous le remets avec plaisir. Merci. Il n'y a pas d'argent. Non, il n'y a rien. Il est venu, il a parlé, a-t-il convaincu? C'était la grande interview. Bonsoir.